Bonjour, bonjour, bienvenue sur weformyou.fr. Alors aujourd'hui on continue la découverte du codage web. On va essayer d'expliquer le système des flexbox ou comment positionner nos éléments HTML dans notre page. On va découper cette vidéo en deux parties. Une première partie où je vais expliquer toute la théorie sur les flexbox, voir les différentes propriétés CSS qui existent. Et puis tout de suite on ira dériver vers une deuxième partie qui mettra en application ce système des flexbox en créant une landing page. Alors le résultat attendu, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire qu'on aura un espèce de petit panneau ici, un espèce de bouton à l'action, on pourra cliquer sur ce panneau. Tout est responsive, puisque si jamais je mets en petit écran en format téléphone portable, on voit que notre panneau se reste centré dans la page. Si je remets bien la petite fenêtre, voilà. Donc le panneau reste centré dans la page. Les éléments s'adaptent à notre écran. Donc ça c'est très important à comprendre si vous voulez comprendre la suite de nos vidéos où on ira carrément créer tout un site internet responsive qui sera donc adaptable aux différents écrans, que ce soit téléphone portable, tablette ou écran de PC. Alors c'est parti, donc on va commencer tout de suite. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà, on va commencer à préparer un petit peu notre bureau. Donc on va commencer, je vous disais, par une grande partie explication, où ça sera un petit peu moche, hein, mais il faut passer par là pour comprendre un petit peu le principe. Donc je vais créer d'abord un nouveau dossier que je vais appeler donc les flexbox. Voilà. Dans ce dossier-là, donc si je l'ouvre, on va créer un autre dossier. Oups, je fais des raccourcis, moi, ça va pas. Voilà, un nouveau dossier, pardon, et qu'on va appeler donc CSS. On va faire aussi un autre dossier qu'on va appeler les images, donc IMG. Et puis on va créer un petit élément HTML. Donc, alors pour créer l'élément HTML, hein, soit vous faites un clic droit, nouveau document texte, ce qui est tout à fait possible. Si vous avez les extensions de fichiers, hein, si vous avez bien le .txt qui s'affiche, vous pouvez directement tout prendre et puis dire ça, et bien ce seront les explications .html. Si jamais vous n'aviez pas le .txt, hein, attention, il faut vraiment l'afficher, hein, le .txt. Voulez-vous modifier l'extension? Oui. Donc si vous n'avez pas le .txt, hein, je vous rappelle, dans Windows en tout cas, il faut aller dans l'affichage et afficher les extensions des noms de fichiers. Donc il faut cocher cette case-là avant pour voir le .txt et pouvoir échanger ou renommer le .txt en .html. Ensuite, je vais aller ouvrir Sublime Text. Voilà, donc voilà Sublime Text. Donc on va là-dedans glisser notre fichier explication.html, voilà, tout simplement, on reste appuyé dessus, puis on le lâche dans l'écran de Sublime Text, ça nous permet de l'ouvrir, et puis on va créer un fichier HTML5 de base. Donc pour ça, je vous rappelle que dans les précédentes vidéos, j'ai installé Emmet sur Sublime Text, et donc le raccourci Emmet pour créer un élément HTML5, c'est juste point d'exclamation, puis tabulation, et du coup, tout de suite, j'ai les éléments vraiment principaux pour faire du HTML5. On va juste changer la langue du PC, donc en français, et puis on va tout simplement créer nos éléments là-dedans. Alors pour les explications, je vais créer directement les styles CSS dans le même fichier, et puis vous verrez que par la suite, quand on créera notre landing page, donc notre application réelle, on fera un petit peu mieux, on rangera bien un peu les dossiers, que ce soit donc dans le dossier CSS ou dans le dossier image. Donc c'est parti. Alors pour les explications du système des flexbox, il y a tout simplement une documentation. Donc si je vais directement sur une petite page Google, que je cherche tout en haut les flexbox, on arrive sur le premier lien là, le guide complet des flexbox, donc sur le site CSS Tricks, qui est, on peut dire, la documentation officielle. Alors, comment marche le système des flexbox? On va avoir au moins besoin de deux éléments dans notre page HTML. On aura besoin d'un contenant, un container en anglais, qui est représenté ici par le grand rectangle violet. Dans notre contenant, on aura des items, donc des petits éléments, des éléments enfants on pourrait dire, qui seront donc ici représentés par des carrés orange.
Et puis donc un petit peu en dessous, on a les différentes propriétés CSS, puisque c'est du CSS, hein, c'est de la mise en forme sur nos éléments, que ça soit donc au niveau du parent ou au niveau des enfants. Ce qui va nous intéresser essentiellement, hein, je ne vous le cache pas, c'est les éléments CSS au niveau des parents, puisque l'élément parent, donc le carré violet ici, va agir sur les enfants. On aura moins besoin des propriétés CSS au niveau des enfants directement, puisque vous allez voir qu'au niveau du parent, on peut faire quand même pas mal de choses. C'est plus du détail, hein, on va dire, les propriétés CSS au niveau des enfants. Alors, je continue un petit peu en descendant dans la documentation, hein, que je vous invite d'ailleurs à lire, qui est très intéressante. On a du coup, au niveau des parents, pour construire un système de Flexbox, une propriété displayFlex qu'il va falloir affecter du coup donc à l'élément parent. D'accord ? Ce fait-là, donc le fait de faire displayFlex, va nous permettre d'agir en fait sur les éléments enfants. Donc soit de les aligner dans un sens ou dans l'autre, soit de les mettre les uns en dessous des autres, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors on va essayer tout ça, déjà. Je retourne dans Sublime Text. Donc on avait dit qu'il fallait du coup un élément parent. Donc avec Emmet, si on fait un rectangle, donc une div en fait, hein, alors petite chose, quand vous faites une div, hein, sur Emmet, une div c'est un rectangle non défini. Donc en fait vous ne l'écrivez pas, vu que il ne sait pas quoi faire, il va créer une div. Donc, je vais créer un élément qui aura une classe, donc une classe c'est un point, qui va s'appeler donc container. Donc ça, ce sera mon contenant. Je fais tabulation, il me crée donc un élément div qui a la classe container. Bon, je saute quelques lignes. À l'intérieur de ça, je vais créer des éléments enfants. Donc, pareil, je veux des divs, donc je ne précise pas, je fais juste une classe qui a la classe enfant. Donc un élément qui a la classe enfant. Donc un point enfant. Bon, j'aurais pu appeler ça point children d'ailleurs, on va rester en anglais. Voilà. Et des éléments enfants, donc par exemple j'en veux 3, comme un petit peu comme de la documentation, où je le multiplie par 3, donc étoile 3. Donc, point children étoile 3, ça va me faire une div qui a la classe children, et j'en veux 3 à la fin. Je fais tabulation juste après le 3, et donc j'ai bien 3 éléments enfants qui se créent à l'intérieur de l'élément parent. Très bien. Alors pour voir un petit peu tout ça, on va mettre un petit peu de style CSS, donc style au niveau de la balise. Oh pardon, je suis après, je ne regardais pas l'écran, je dois être donc dans la partie head. Attention, les styles, c'est dans la partie head, et on va essayer de bien ranger, voilà, et ça comme ça, voilà. Alors déjà, je vais travailler un petit peu sur le body pour pouvoir voir les éléments qui sont à l'intérieur. Donc le body, je vais lui mettre une petite couleur de fond, donc j'ouvre les accolades, et pour faire une couleur de fond, c'est un background color, donc en raccourci, ça fait un BGC, background color. Je fais tabulation, il m'écrit background color, je vais faire un petit grisé par exemple. Voilà, et j'enregistre tout ça. Déjà pour voir si tous ces éléments marchent bien, je vais lancer donc, ma page explication HTML, donc je fais 2 clics dessus, il me l'ouvre dans un autre onglet, hop, dans un autre écran même, et donc je ramène mon élément ici, et donc j'ai bien une page grise qui s'est créée. Bon, ça marche. Petite chose, je vais essayer de réorganiser un petit peu mon écran. On va mettre par exemple la page internet à droite, on va mettre Sublime Text à gauche, voilà. On va essayer d'avoir un petit peu plus de code d'un côté que de l'autre. Et puis je vais activer le fait d'avoir une mise à jour automatique dans Google Chrome. Donc, si vous vous rappelez les vidéos sur Sublime Text, il faut réaliser deux choses. Au niveau de Sublime Text, il va falloir aller dans Préférences, Package Settings. On avait installé le paquet Live Reload. Au niveau des plugins, il faut l'activer, le Enable plugin. Donc, je clique dessus, je fais entrer quand il me propose et j'active le fait de recharger les pages à la sauvegarde. Donc je clique dessus, très bien. Ensuite, au niveau de Google Chrome, il faut activer le petit plugin Enable Live Reload, donc le serveur Live Reload. Donc je clique dessus, je vois que le petit cercle est rempli. Donc normalement, si par exemple je changeais la couleur
du body. Donc si je mets carrément orange, j'enregistre et hop, tout de suite j'ai ma page qui arrive en orange à droite sans même rafraîchissement. Ça c'est pas mal. Donc je remets un petit gris parce que là l'orange ça pique un peu les yeux. Ok, très bien. Et donc dès que j'enregistre, je vois les mises à jour de l'autre côté. Alors on va essayer donc d'avoir l'élément container, puisque pour l'instant on ne le voit pas, il n'a pas de couleur, il n'a pas de taille, il n'a rien du tout. Donc les classes, je vous rappelle, ça s'appelle avec des points container dans la partie CSS. J'ouvre les accolades, donc je veux, pareil, un background color, BGC, qu'on va mettre blanc, très bien, FFF, ça fait du blanc. On va lui donner une certaine taille, donc un width, donc W à par exemple 300 pixels, et une hauteur, donc un 8 H, je fais tabulation à chaque fois, et 300 pixels aussi. J'enregistre, et tout de suite j'ai un petit carré blanc là qui apparaît dans ma partie HTML, dans mon navigateur. Ensuite, au niveau des enfants, donc les children, alors pour les différencier, je vais d'ailleurs appliquer des petites couleurs. Donc je vais rajouter, ils ont donc la classe children qui va créer un petit carré en fait, donc un point children, voilà. Je vais ouvrir les accolades, donc ils auront par exemple, pareil, une largeur, donc un W, alors je peux le taper encore plus rapidement, je peux taper W et puis dire directement 50 px, W50px, je fais tabulation et lui il écrit width 50px avec le petit point virgule qui va bien à la fin. H, 50px aussi, ça va faire un carré. Voilà, j'enregistre. Pour l'instant, rien ne se passe parce que j'ai pas de couleur. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux faire 3 éléments enfants de couleurs différentes. Donc, je vais créer une classe vert. Je vais créer une classe. On va le mettre en anglais, ça va être quand même plus sympa. Hop. Et blue. Et puis une autre qui va s'appeler red. Voilà. Et donc, je vais créer les classes qui sont en conséquence. Donc, le point. On avait commencé par green. On va commencer par green du coup. Point green qui va avoir un background color, donc BGC de green. Voilà, donc je vais dupliquer mon élément vert ici, donc je vais prendre mes 3 lignes en glissant sur les chiffres, je vais les copier et je vais les coller un petit peu en dessous et pareil encore. Et donc je vais changer, mal indenté, je vais changer les mots, donc je fais 2 clics sur le green, avec CTRL, je peux attraper l'autre mot qui s'appelle green et comme ça je peux changer les 2 mots en même temps. Je tape bleu directement, donc double clic sur le mot avec CTRL, double clic sur l'autre et je peux taper red d'un seul coup, ça me tape 2 éléments et donc tout de suite on voit ce qui se passe. J'ai bien mes petits carrés qui se déroulent les uns en dessous des autres pour l'instant. Alors pourquoi d'ailleurs ils se placent les uns en dessous des autres? Parce que j'ai créé des éléments div et en HTML des éléments div, ce sont des éléments de type bloc, c'est-à-dire que on a un retour automatique à la ligne après chaque élément div. Et donc les éléments div se mettent forcément les uns en dessous des autres quand ils sont au même niveau. Donc là, ces 3 éléments sont au même niveau, du coup ils se mettent les uns en dessous des autres par défaut. Donc là, si jamais ça ne vous parle pas, les éléments de type bloc ou les éléments de type en ligne, je vous invite à vraiment aller naviguer sur internet, aller chercher donc par exemple les éléments HTML, avec un S, HTML bloc ou en ligne, bloc ou inline. Voilà, si je vais par exemple sur le W3School, donc voilà, par défaut, les éléments div vont se mettre les uns en dessous des autres. Ce sont des éléments de type bloc, comme par exemple des éléments de type adresse, fiche caption, fiche capture, je sais pas, des UL par exemple, des paragraphes. Vous voyez, quand on crée plein de paragraphes, par défaut, ils se mettent les uns en dessous des autres tout le temps, les titres, les H1 jusqu'à H6. Et puis on a d'autres éléments qui ont un comportement un petit peu différent par défaut, ce sont par exemple les spans. Et donc les spans vont se mettre les uns à côté des autres et ne vont pas sauter de ligne. Si je crée plein de spans, et bien en fait, là j'ai l'exemple, si je fais le try to yourself, voilà, donc là je vois que j'ai 2 spans qui sont écrits les uns en dessous des autres dans le code, mais à l'affichage, j'ai bien les éléments les uns à côté des autres. Ce sont des types
en ligne. Du coup, il n'y a pas de retour automatique à la ligne. Je vais fermer ça. Donc là, je vous invite à connaître un petit peu ce système-là des éléments en ligne ou des éléments en bloc. Et donc, on va pouvoir agir, on va pouvoir créer un troisième type finalement d'élément qui va être le display flex. Alors, pour comprendre un petit peu le système des flexbox, on avait dit au niveau de la documentation que en fait, on agissait sur le parent. Donc, le parent pour moi, c'est le container. Donc, le container, pour lui faire comprendre qu'on agit en display flex, eh bien, il faut lui mettre dans le CSS un display de point flex. J'enregistre et tout de suite on voit que le comportement par défaut a changé, c'est-à-dire que les éléments enfants se placent cette fois-ci les uns à côté des autres. Alors pourquoi ça? Si je retourne dans la documentation, je l'ai fermé juste avant, hop, c'était sur CSS Tricks, voilà. Je remets un petit peu en plein écran. Donc pourquoi? On avait dit, on mettait donc sur le container un display flex pour lui faire comprendre qu'on travaille maintenant en système de flexbox. Et puis, on voit un petit peu plus bas, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire un flex direction par défaut de type en ligne. C'est-à-dire que si jamais je n'écris pas le flex direction, lui par défaut, en mettant le display flex, il dit le flex direction est en ligne. Donc les éléments enfants se mettent les uns à côté des autres. Si jamais je veux changer ce comportement, je pourrais donc faire un flex direction, donc soit en row en reverse, c'est-à-dire que j'inverse complètement le système en ligne, ou je pourrais le remettre en colonne, ou je pourrais faire des colonnes inversées. Donc si j'essaye ça, toujours au niveau du parent, le flex direction, flex-direction, je pourrais le mettre par exemple en column, j'enregistre ça, hop, et je retrouve ma petite page internet qui va être de l'autre côté. Voilà. Et du coup, j'ai mes éléments enfants qui sont revenus finalement un petit peu dans leur comportement de base, c'est-à-dire les uns en dessous des autres. Si je fais un column-reverse par exemple, donc on avait le petit carré vert tout en haut, et bien tout s'inverse. On commence en bas et du coup le carré vert commence, donc ça a tout inversé, tous les éléments enfants se sont inversés. Pareil, si je fais un row reverse, j'enregistre, et bien on commençait en haut à gauche par le carré vert, et bien finalement on termine en haut à droite par le carré vert. Ça marche. Si je mets encore un système en row, en ligne, et du coup je vous disais ça, le flex direction row, c'est le comportement par défaut. Donc si vous ne le mettez pas, si jamais je commence cette ligne-là, vous voyez que rien ne se passe. Le display flex me fait par défaut un flex direction en row. Alors ensuite je continue. Donc on retourne dans la documentation. On a ensuite un flex-wrap. Donc le flex-wrap, c'est pour autoriser le fait de revenir à la ligne si jamais j'ai trop d'éléments enfants qui débordent finalement de l'élément parent. Par défaut, pareil, on a un flex wrap en no wrap, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas le fait de revenir à la ligne. Donc, on essaye. Je vais remettre juste le flex direction en ligne pour que tout le monde comprenne, même si c'est pas vraiment utile cette ligne-là. Et je vais faire un flex-wrap de no wrap, donc par défaut. Voilà. Pardon, il n'y a pas de note tirée. Et pour expliquer ça, je vais dupliquer mes éléments enfants. On va faire en sorte que ça déborde. Donc je vais prendre mes 3 éléments enfants et je vais les coller 2 fois en dessous. J'enregistre. Et donc qu'est-ce qu'il me fait? Vu que je n'autorise pas le fait de revenir à la ligne, mes éléments enfants ne rentrent plus finalement dans l'élément parent, et bien il rétrécit. Il rétrécit les éléments enfants. Et bien du coup vous voyez que tout simplement les éléments ne sont plus carrés, donc il est en train de rétrécir la largeur. Si jamais je refais encore un coller d'ailleurs, j'enregistre, et voyez, au fur et à mesure les éléments enfants vont se rétrécir à l'intérieur du parent et non pas revenir à la ligne. Si jamais par contre j'enlève, je mets plutôt un flex wrap en wrap, j'enregistre, et bien là ça veut dire que j'autorise le fait de revenir à la ligne et tout simplement il va
créer une nouvelle ligne finalement en dessous, dans laquelle j'aurai mes éléments qui ne seront pas redimensionnés en dessous. Ça marche. Alors je vais faire un petit coup de ménage, donc on va enlever les éléments enfants qui étaient un petit peu en trop, voilà, et je vais enlever le flex wrap, puisque de toute façon j'en ai pas besoin, ça ne déborde pas. Je retourne dans la documentation. Un petit peu plus bas, on a une propriété qui va s'appeler Justify Content. Alors ça c'est très intéressant. Elle va me permettre d'aligner donc les éléments enfants. Donc plusieurs propriétés à ça, plusieurs valeurs finalement à ce Justify Content. On pourrait le mettre en flex start, ce qui fait que les éléments enfants, vous voyez les petits carrés orange, sont au début de l'élément parent. Flex end, donc ils sont à la fin de l'élément parent, centré par rapport aux parents. Space between, ça va faire vraiment un écart entre chaque. Donc on aura le premier élément tout au début, le dernier élément tout à la fin et celui du milieu au milieu. Le space around, on aura un élément, enfin on aura un espace entre chaque élément. Et le space evenly qui est un peu ressemblant, mais cette fois-ci l'espace sera équidistant finalement entre chaque élément. Bon, alors du coup on va essayer tout ça. Toujours au niveau du parent, au niveau du flex du container, pardon, on peut donc travailler sur le justify content et le mettre par exemple en center. Et donc nos éléments vont se centrer dans l'élément parent. Si jamais j'essaye de faire un space between, voilà, j'enregistre, il s'écarte bien dans l'élément parent, donc le premier est tout au début, le dernier est tout à la fin. Si jamais je mets un space around, on a du coup un petit écart entre chaque. Ok, alors ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le Justify Content, cette propriété-là, est vraiment reliée au flex direction. C'est-à-dire que là, par défaut, je disais, c'était un type en ligne, une direction en ligne. Du coup, le Justify Content va agir sur cette ligne-là. Et donc, va écarter les éléments. Par exemple, en Space Around, ça va écarter les éléments sur la ligne. Si jamais, par contre, je change le flex direction, je le passe en colonne, j'enregistre. Du coup, on a nos éléments les uns en dessous des autres. Et le Justify Content va écarter par rapport au flex direction, c'est-à-dire que on dit l'axe principal c'est la colonne, du coup le Space Around va écarter les éléments sur la verticale. Si jamais je fais un center, du coup vu que notre axe principal est la colonne, le Justify Content dit ok, c'est centré verticalement. Donc ça c'est très important, c'est que le Justify Content va agir sur l'élément ou sur l'axe principal déclaré dans le flex direction. Bon, je retourne dans la documentation, je descends un petit peu, et du coup on arrive sur une autre propriété encore, qui est le align items. Et donc le align items, c'est un petit peu le contraire, si vous voulez, un petit peu le contraire du Justify Content. C'est-à-dire que le Justify Content agit sur l'axe principal, et le align items va agir sur l'axe secondaire, c'est-à-dire l'axe qui n'est pas déclaré finalement. Donc, pareil, plusieurs valeurs à cette align items. On pourrait le mettre donc en flex start, en flex end, en center, en stretch, qui va agrandir les éléments le plus possible pour qu'ils prennent tout son parent, ou en type baseline si jamais on gère du texte. Alors on va essayer ça, je repars dans la partie internet, donc on va le remettre en ligne au niveau du flex direction, donc on est centré horizontalement puisque on est en flex direction en ligne, et si maintenant je fais un align items qui va agir du coup sur l'autre axe, donc je vous disais l'axe principal c'est la ligne pour l'instant, donc forcément l'autre axe c'est la colonne, l'axe secondaire, et donc si je fais un align items en center, et bien voilà, ça c'est un petit peu le miracle, c'est-à-dire qu'on arrive à centrer maintenant verticalement et horizontalement en même temps les éléments. Donc ici le align items en réalité agit sur la verticale, puisque l'axe principal c'est l'horizontal. Donc l'align items fait toujours l'inverse. Si jamais le Justify Content par exemple on le remettait en space around, space-around par exemple, hop, -around, voilà, j'enregistre, donc ça m'écarte bien mes éléments au niveau de la ligne,
Mais pareil, donc si j'inverse complètement le flex direction, je le mets en colonne, j'enregistre, et donc là tous les éléments s'inversent, c'est-à-dire que le justify content agit sur la colonne, et donc va écarter la colonne, va écarter les éléments à la verticale. Le align items, du coup, va agir sur le deuxième axe, donc qui est finalement la ligne, et donc va centrer horizontalement, cette fois-ci, mes éléments. Alors, pour bien comprendre ce système-là de l'axe principal ou de l'axe secondaire, j'ai essayé de faire un petit schéma que je vais ramener voilà, au niveau de l'écran. Donc, l'axe des flexbox, si on a une flex direction en ligne, eh bien, le align items va agir sur la verticale et le justify content va agir sur l'horizontale. Si par contre j'ai un flex direction type colonne, bah, tout s'inverse, le justify content va agir sur la verticale et le align items va agir sur l'horizontale. C'est comme si on avait finalement fait une rotation finalement de ces éléments. C'est comme si on les avait fait tourner. Voilà, donc je repars un petit peu sur le code, je vais fermer ce système-là. Si jamais je fais donc un align items, je vous disais, on a la possibilité de le mettre en stretch. Du coup, ça nous permettrait en fait d'aller jusqu'au bout. Sauf que nous, on a fixé la largeur des éléments enfants. Donc si j'enlève maintenant, je commente le width à 50%, hop, j'enregistre, et bien du coup, vu que la largeur n'est pas fixée, on voit bien que les éléments enfants vont pouvoir aller jusqu'à la fin du parent, vont pouvoir s'agrandir tout seul. Si jamais j'ai inversé mon axe, donc si je le mettais en ligne, type row, et donc j'inverse du coup les commentaires, donc ce n'est plus le width qui est non défini, mais c'est plutôt la hauteur. Donc je commente la hauteur, j'enregistre tout, et du coup j'ai bien mon élément vert qui est agrandi jusqu'à la fin du parent, l'élément bleu, etc. Donc ça c'est très pratique pour gérer la mise en page, notamment sur les sites internet où vous avez par exemple une navbar qui va être complètement sur la gauche, qui va prendre toute la hauteur de l'écran, et bien on va devoir utiliser vraiment les flexbox. Alors un petit peu plus bas dans la documentation des flexbox, on a une nouvelle propriété qui s'appelle align-content, qui va agir finalement sur un grand ensemble d'enfants. Donc si j'ai beaucoup d'éléments enfants, j'ai beaucoup de petits carrés orange, comment ces éléments enfants se comportent dans l'élément parent, donc dans le carré violet. Donc soit ils sont au début, soit ils sont à la fin, soit ils sont centrés, soit ils sont agrandis, un stretch, etc., etc. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Je retourne dans ma page internet, je vais décommenter le fait d'avoir une hauteur à 50%, je vais enlever le align items, du coup, qui ne me sert plus à rien, voilà, j'enregistre, et du coup, je vais faire un align-content, et je vais faire par exemple un flex end pour les mettre à la fin, j'enregistre tout ça, et je vais créer plein d'éléments enfants. Donc, je vais copier pour avoir beaucoup d'éléments enfants. Voilà. Et coller. Hop. On va réorganiser un petit peu tout ça. Par défaut, on disait qu'il n'autorisait pas le fait de revenir à la ligne. Donc, on retourne au niveau du parent. On va faire un flex-wrap. Voilà, et donc on va le mettre en wrap. Donc on autorise le fait de revenir à la ligne. Et du coup, vous voyez que le align-content, cette fois-ci, comprend que nos éléments enfants, donc l'ensemble des éléments enfants, doivent se situer en bas, ou à la fin en tout cas, de l'élément parent. Si jamais, donc je retourne dans la documentation, donc on avait soit au début un flex start, soit flex end, center, soit stretch, soit space between, etc. Si par exemple j'essayais un space between, eh bien il va écarter au maximum ces deux lignes dans l'élément parent. Voilà, j'enregistre. Ensuite, je retourne dans la documentation, donc je descends encore un petit peu. Ensuite, on arrive sur la propriété, donc au niveau des items, donc au niveau des éléments enfants.
Ah, j'agrandis un petit peu l'écran parce que je crois que c'était en haut. Voilà. Si vous êtes en petit écran, ça descend en dessous, mais si vous êtes en grand écran, c'est à droite. Donc la propriété au niveau des enfants, donc je vous disais, c'est moins utilisé. Donc on rentre vraiment dans le détail. On a la possibilité donc de changer l'ordre des éléments, donc avec la propriété order. Et donc l'order aura un chiffre qui est par défaut à 0, mais qu'on pourrait changer du coup. Et donc en disant que finalement le plus gros chiffre sera l'élément final, l'élément qui va se retrouver à la fin. Donc si jamais j'essaye ça, au niveau donc je retrouve ma page, pardon, j'ai trop fermé. Voilà, et lui il allait sur le côté, et je retrouve ici, voilà. Donc je vais enlever déjà le align content, voilà, et je vais enlever aussi mes éléments enfants. On n'en aura que 3, ça sera plus facile à comprendre. Voilà, donc pour l'instant notre carré vert commence notre ligne finalement. Si jamais du coup je voulais que le carré vert se place tout à la fin. On avait dit qu'il fallait au niveau de l'enfant lui mettre une propriété CSS qui s'appelle order et lui mettre un chiffre finalement supérieur à 0. Donc si jamais je lui mettais 3, que j'enregistre, j'ai du coup le petit carré vert qui se déroule, qui va aller jusqu'à la fin, qui va se mettre le plus possible, puisque les autres, vu que je n'ai pas dit de propriété order, ils sont à 0 en fait. Donc le 3 est supérieur à 0, du coup le carré vert se place à la fin. Si jamais donc le carré bleu était par exemple en order de point 2, il va se trouver donc avant, enfin, il va se trouver supérieur au carré rouge, et du coup il va se placer derrière. Si jamais je lui mettais un 4, si je lui mettais voilà, le chiffre 4, le 4 est plus fort que le 3, du coup le carré bleu se retrouve complètement à la fin. Donc on va pouvoir jouer avec cette propriété là pour complètement inverser les éléments dans notre page. Voilà, je retourne dans la documentation. Alors après le order, je descends un petit peu, voilà, j'en étais là. Donc au niveau de la propriété order, on avait le chiffre. Ensuite, on avait la propriété flex-gros. Donc ça qui va nous permettre de travailler sur la grandeur de l'élément par rapport aux autres. Par défaut, le flex-gros est à 1, c'est-à-dire que tous les éléments ont une taille finalement normale les uns par rapport aux autres. Mais on pourrait lui dire qu'un élément a une taille qui vaut 2 fois la taille de ses congénères. Donc, c'est parti, je retourne dans ma page, on va enlever le order, que ça ne nous embête pas à comprendre. Donc, par défaut, maintenant, tous les éléments sont de même taille. Si jamais je faisais donc au niveau du carré bleu un flex-gros, voilà, qui fait 2, qui va faire 2 fois les éléments, finalement les éléments à côté, et du coup je vois que l'élément bleu va faire 2 fois, alors c'est pas vraiment 2 fois la taille de l'élément à côté, c'est 2 fois l'espace de la taille à côté aussi, hein, l'élément et l'espace. Vous voyez que c'est 2 fois plus grand, puisque si j'enlevais le flex-gros, j'enregistre, donc l'élément vert finalement il commence tout à gauche, et puis on a l'espace, et ensuite l'élément rouge, il commence ici finalement, et il se termine à l'espace. Donc 2 fois cette taille-là, si j'enlève le commentaire du flex-gros, j'enregistre, on a bien notre élément bleu qui va s'agrandir de 2 fois la taille de l'élément vert, ou 2 fois l'espace vert ou l'espace rouge. Voilà, donc je retourne dans la documentation. On a après le flex-gros des propriétés qui sont peut-être un petit peu moins intéressantes. Donc le flex-shrink qui permet donc de finalement de faire l'inverse du flex-gros qui va rétrécir les éléments, le flex-shrink. Le flex-basis qui nous donne l'échelle de base de chaque élément. Ça c'est un petit peu moins intéressant. Je descends. Voilà, quelque chose qui pour moi est intéressant, c'est le align self. Qui va nous permettre finalement sur un seul élément de complètement modifier son alignement par rapport aux autres. Donc on va essayer ça, je retourne dans la page et au niveau de l'élément bleu par exemple, je vais enlever flex-gros, on va mettre à la place un align-self en flex-end et donc cet élément là ne respecte pas finalement le flex direction en ligne et
a un comportement complètement différent par rapport aux autres éléments. Voilà, donc on va s'arrêter là pour l'explication du système de Flexbox. Et donc pour la première partie de cette vidéo, j'espère que toute cette explication sur les différentes propriétés CSS, en tout cas les propriétés les plus intéressantes, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant des nouveautés, des nouvelles vidéos qui vont bientôt sortir. Je vous invite du coup à passer à l'application qui va donc être la création de cette landing page que l'on verra tout de suite après si vous allez donc dans la partie 2 de cette vidéo. A tout de suite.